Bon, nous allons maintenant corriger l'exercice 4-7. Donc dans cet exercice, on nous demande de travailler sur la molécule de formaldéhyde, H2CO. Donc vous verrez que cette molécule est une molécule qu'on va retrouver très régulièrement au cours des différents TD. Donc on va la traiter ici en symétrie moléculaire, puis après on la traitera du point de vue de son système pi, et ensuite on la traitera en spectroscopie électronique. D'accord, donc cette molécule est relativement simple, et donc dans cette molécule, donc la molécule de H2CO, donc on va la dessiner. On va dessiner sa structure de Lewis. Voilà, donc on a notre carbone qui fait deux liaisons avec les hydrogènes et une liaison double avec l'oxygène. Donc quel est l'intérêt de cette molécule ? Comme quand nous avons fait un TP numérique, la molécule de 6 et trans-dichloroéthylène, c'est une molécule qui est plane. Donc ça, c'est une information qui est relativement importante, je vous rappelle, puisque à partir du moment où la molécule est plane, le plan de la molécule est déjà un élément de symétrie. D'accord ? Donc déjà, nous avons directement identifié un élément de symétrie qui est le plan de la molécule. Donc dans cet exercice, on me dit, donc si je regarde rapidement la question 4, on me demande de mettre la molécule dans le plan Y au Z. C'est-à-dire que le plan de la molécule va être le plan Y au Z. Donc si je mets l'axe Z ici, Y est ici, et donc nous avons X qui vient devant. Donc, première question, on me demande de déterminer le nombre d'électrons de valence. Donc là, il existe plusieurs manières de faire. Donc soit vous comptez le nombre d'électrons qui participent aux liaisons, mais ça veut dire que vous êtes sûr de la structure de Lewis que vous avez faite. Ou alors, tout simplement, on va écrire les configurations électroniques de valence de chacun des atomes qui vont créer cette molécule, et ensuite nous allons additionner les électrons. Donc l'hydrogène possède un électron de valence, le carbone va posséder 4 électrons de valence, et l'oxygène, lui, va posséder 6 électrons de valence. Donc au total, ça va me donner 2 plus, donc nombre d'électrons de valence, donc 2 qui proviennent des deux hydrogènes, plus 6 électrons qui proviennent de l'oxygène. Excusez-moi, j'ai fait une erreur ici, c'est 2p2 et non pas 2p4, plus 4 électrons qui proviennent du carbone, donc ça c'est oxygène, carbone, et ici nous avons nos deux hydrogènes, ce qui nous donne un total de 12 électrons de valence. Donc maintenant, si je fais le décompte avec les liaisons, j'ai deux liaisons CH à 2 électrons, une liaison double carbone-oxygène à 2 électrons, ce qui me fait 4 électrons dans le système pi, dans cette double liaison, plus les deux doublés sur l'oxygène, donc de 4, la liaison double, ça fait 8, 10 et 12 avec les deux liaisons CH, donc on retombe bien sur le bon nombre d'électrons de valence. Donc maintenant, ensuite, on me demande de compléter le diagramme d'OM en indiquant la configuration électronique de la molécule. Donc je ne vais pas ici refaire le dessin du diagramme électronique. Enfin, je vais rapidement mettre les niveaux électroniques. Donc ici, nous avons le niveau 1 sigma, ensuite 2 sigma, 3 sigma, pi, 4 sigma, ny, et la pi étoile. Donc rapidement, qu'est-ce qui manque dans ce diagramme ? On voit que dans ce diagramme, effectivement, on n'a pas peuplé les niveaux électroniques. Donc pour peupler les niveaux électroniques, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par remplir à partir de l'orbitale la plus basse en énergie en mettant 2 électrons dans chaque orbitale. Donc 2 électrons, ce qui me fait 4, 6, 8, 10 et 12 électrons. Donc on peut écrire la configuration électronique de cette molécule comme 1 sigma carré, 2 sigma carré, 3 sigma carré, pi carré, 4 sigma carré et ny carré. Voilà, donc ensuite on me demande de déterminer classiquement, donc ces deux premières questions sont des questions générales, qui sont des questions qu'on peut poser à des étudiants de première année. Donc là maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la problématique qui nous intéresse, à savoir les problématiques de symétrie. Donc on me demande, comme dans l'exercice précédent, de trouver le groupe ponctuel de symétrie. Ça veut dire que dans un premier temps, il me faut lister les éléments de symétrie. Donc pour lister les éléments de symétrie, je vous rappelle ce que nous venons de dire. Donc E est bien évidemment toujours l'élément de symétrie, c'est-à-dire l'identité, et nous savons que nous avons au moins un plan sigma. Nous ne savons pas de quel type de plan sigma il s'agit, mais qui est le plan de la molécule. Donc ensuite, on va appliquer la méthodologie classique dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire qu'on va commencer à chercher les atomes qui sont singuliers dans cette molécule. Donc qu'est-ce que je remarque comme atome singulier entre guillemets dans cette molécule ? Je remarque que le carbone et l'oxygène sont des atomes qui sont uniques,
C'est-à-dire que s'il y a des éléments de symétrie dans cette molécule, ils ne doivent laisser inchangé le carbone et l'oxygène. Donc ça veut dire que ces éléments de symétrie doivent tous contenir le carbone et l'oxygène. Donc ceci étant posé, si je cherche maintenant éventuellement un élément de symétrie pour la rotation, mais je vois que CO étant le long d'un axe, j'ai un axe de symétrie passant par le carbone et l'oxygène qui va échanger mes deux hydrogènes. Donc il va échanger mes deux hydrogènes à partir du moment où je vais faire une rotation de pi, c'est-à-dire que je vais avoir un axe C2. D'accord, donc je vais avoir un axe C2. Donc simplement, je vous rappelle, l'axe C2, ça va être le seul axe de symétrie que je vais avoir, puisque je ne peux pas faire passer d'autres axes par carbone et oxygène, d'accord, qui sont le long d'un axe. Et il va définir la position de l'axe principal, qui est l'axe principal, qui définit la position de l'axe Z. C'est pour ça que j'ai dessiné l'axe Z tel quel sur mon dessin précédent. Ok, donc maintenant, si je reprends le plan de la molécule, je m'aperçois qu'il va effectivement contenir l'axe C2, donc ce plan va être un plan sigma V. Et donc je vous rappelle quelque chose, dans l'algorithme de détermination du groupe, pour un axe CN, on vous dit qu'il faut avoir N plans sigma V, c'est-à-dire qu'ici, pour un axe C2, il nous faut 2 plans sigma V. D'accord, donc s'il nous faut 2 plans sigma V, ça signifie que comme le plan de la molécule est plan de symétrie, il doit y avoir un autre plan de symétrie dans cette molécule. Et donc je vois tout de suite que le plan perpendiculaire au plan du tableau va aussi être un plan de symétrie qui va échanger les deux hydrogènes. Il contient aussi l'axe C2, donc c'est mon deuxième plan sigma V. Maintenant, si je prends mon algorithme de détermination du groupe, comme précédemment, donc ma molécule n'est pas linéaire, je n'ai pas plusieurs axes CN, j'ai bien un axe CN. Est-ce que j'ai, qui est un axe C2, est-ce que j'ai deux axes C2 perpendiculaires au C2? La réponse est non. Est-ce que j'ai un plan sigma H? La réponse est non. Est-ce que j'ai deux plans sigma V? La réponse est oui. Et donc, le groupe ponctuel de symétrie est le groupe C2V. Donc ça, c'est un groupe très classique. Vous allez voir, c'est un groupe qu'on va retrouver très très souvent dans toute la suite de notre TD, parce que c'est un des groupes ponctuels qui est le plus simple. En particulier, il ne possède pas de représentation irréductible dégénérée, à l'inverse du groupe C3V que nous avons traité précédemment. Donc maintenant, dans la quatrième question, on me demande d'identifier la symétrie de chacune des OM, sachant que par convention, etc. etc. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de trouver la symétrie d'OM. C'est exactement les mêmes questions que lorsque nous avons déterminé la symétrie dans l'exercice 4-6 des orbitales sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Je vous rappelle que nous ne pouvions pas faire sigma 2 et sigma 3, mais nous pouvions faire sigma 1. C'est-à-dire que nous allons prendre la représentation de l'orbital moléculaire et nous allons appliquer les opérations de symétrie pour voir quand elle se transforme. Donc, par exemple, si je prends l'orbital 1 sigma, dont la représentation en termes de recouvrement d'orbital atomique est la suivante, on voit que cet orbital, en fait, est développé sur le carbone et l'oxygène. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, le carbone et l'oxygène sont des atomes singuliers, puisque tous les éléments de symétrie vont passer par le carbone et l'oxygène. Donc, du coup, si j'applique les opérations de symétrie dans cette molécule, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, si je prends le groupe C2V, donc l'orbital 1 sigma, donc je vais écrire E, je vais écrire C2 suivant l'axe Z, sigma V XZ et sigma V YZ en prenant la même convention que dans la table des caractères. Donc par E qui est la création de l'orbital, je vais avoir un orbital qui va rester inchangé. Si maintenant j'applique une rotation C2 ici, comme mon orbital est développé sur le carbone et l'oxygène, je me rends compte que ces atomes ne se transformant en rien si ce n'est eux-mêmes, cet orbital va rester exactement la même par l'opération C2, donc je vais mettre un caractère E. Donc de la même manière, puisque cet orbital n'est que sur le carbone et l'oxygène par lesquels passent tous les éléments de symétrie, par les deux plans sigma VXZ et sigma VYZ, ces orbitales restent inchangées. Et donc maintenant, si je regarde dans le groupe C2V, je remarque ici que je n'ai que des 1, ça correspond à la représentation totalement symétrique, c'est-à-dire la symétrie A1. Voilà, donc en fait on va appliquer exactement la même procédure pour les autres orbitales. Donc quelle va être la différence sur par exemple l'orbital de sigma? Donc si je prends l'orbital de sigma, qu'est-ce que vous remarquez sur cette orbitale là? Donc on va la tracer ensemble.
Voici l'orbitale de sigma. D'accord? Donc on voit en fait qu'effectivement nous avons une partie qui est le carbone et l'oxygène, mais ce qui est beaucoup plus important ici, c'est que l'on voit qu'on a aussi des parties qui sont sur les deux hydrogènes. Maintenant, si je regarde mes deux hydrogènes, qu'est-ce que je remarque? Je remarque, comme je vous l'ai dit dans l'exercice précédent, que les lobes sur les hydrogènes sont de même taille et surtout de même signe. D'accord? Donc on voit bien que les orbitales sur le carbone et l'oxygène sont le long de l'axe. D'accord? Ce sont des hybrides sp, mais ça c'est pas le plus important. Surtout, ce qui est important, c'est que ces orbitales sont vraiment le long de l'axe et que nous avons les hydrogènes qui s'échangent, qui ont des lobes de même taille et de même signe. Donc de la même manière que dans pour l'orbitale précédente, si je regarde la symétrie de l'orbitale de sigma, j'applique mes opérations de symétrie, c'est de z, sigma v, xz, sigma v, yz, par E l'orbitale est la même. Par C2, qu'est-ce qui se passe? Par C2, le carbone et l'oxygène, puisque les orbitales sont le long de l'axe, il ne se passe rien, comme dans l'orbitale précédente. Par contre, pour les hydrogènes s'échangent entre eux, mais j'échange deux lobes de même taille et de même signe, donc au global, mon orbitale de sigma par l'opération C2 va rester l'orbitale de sigma. Pour le plan sigma v xz, c'est-à-dire le plan perpendiculaire qui est ici, je vois que les orbitales sur le carbone et l'oxygène sont le long de l'axe, donc le long de l'axe Z, sont donc dans ce plan XZ, donc elles restent inchangées, et j'échange les deux hydrogènes de la même manière que pour le C2, donc mon orbital reste inchangé. Et pour le plan de la molécule, bien évidemment, tous les atomes et toutes les orbitales sont à l'intérieur, et donc mon orbital reste inchangé, ce qui me donne pour cette orbitale aussi une symétrie A. Alors, maintenant pour l'orbital 3 sigma. Alors, pour l'orbital 3 sigma, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a quand même des changements qui sont relativement importants sur les orbitales atomiques qui vont participer à la création de ces liaisons. Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on remarque que les deux hydrogènes, à la différence de l'orbital de sigma, possèdent des lobes qui sont de signes opposés. D'accord? Donc il y en a un blanc et un noir, ça veut dire qu'ils sont de signes opposés. Et ce qui est intéressant aussi au niveau du carbone et de l'oxygène à remarquer, c'est que les orbitales sur le carbone et l'oxygène sont des orbitales de type P, et la particularité de ces orbitales de type P, c'est qu'elles sont perpendiculaires à l'axe Z. Si je prends maintenant l'orientation des axes, ces orbitales sont le long de l'axe Y. D'accord? Donc du coup, si j'applique les opérations de symétrie sur mon orbital 3 sigma, qu'est-ce qui se passe? Donc on fait comme dans le cas précédent, donc je réécris mes opérations de symétrie dans le même ordre que la table des caractères. Donc par l'identité, création de l'orbital, rien ne change. Par le C2, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mon C2 qui est ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, excusez-moi, il devrait être le long de l'axe, bien évidemment, CO, je l'ai passé au-dessus, c'était simplement pour éviter de redessiner sur l'orbital. Mais quand je fais mon C2, mon lobe ici va s'échanger avec celui-là, donc un plus avec un moins, d'accord, pour mes hydrogènes. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes orbitales sur le carbone et l'oxygène? Quand je vais tourner, je vais échanger le bas avec le haut, c'est-à-dire que au global, quand je vais avoir appliqué mon opération de symétrie, tous les lobes noirs vont se retrouver en haut et tous les lobes blancs vont se retrouver en bas. Ce qui veut dire que par rapport à l'orbital initial 3 sigma qui est dessiné ici, je vais avoir inversé la position de tous les lobes. Donc si j'ai inversé la position de tous les lobes, ça revient à multiplier tous les lobes par moins 1 pour rechanger les signes, pour revenir à l'orbital initial. Donc je vais mettre un caractère moins 1 par rapport à cette orbitale. Donc de la même manière, pour le plan, puisque mon orbital est le long de l'axe Y, si je prends le plan perpendiculaire, le plan XZ, je vais avoir exactement le même processus, à savoir que je vais échanger les hydrogènes et je vais échanger les lobes plus et moins des orbitales P qui sont localisées sur le carbone et l'oxygène, donc je vais avoir un caractère moins 1. Par contre, ces orbitales sont bien dans le plan de la molécule et donc mon orbital reste inchangé. Maintenant, si je prends la table des caractères et que je vais regarder à quoi correspond 1, moins 1, 1, donc pour prendre la table des caractères, vous prenez dans l'annexe F sur la partie A4, groupe C2V, donc 1, moins 1, moins 1, 1 va correspondre à la symétrie B2. Enfin, dernière orbitale que nous allons faire, puisqu'après vous allez voir les autres vont être très simples, c'est l'orbitale pi. Alors quelle est la particularité maintenant de l'orbitale pi? Cette fois-ci l'orbitale pi
comme vous le voyez, pour que vous ayez un recouvrement latéral, ça va faire intervenir des orbitales qui sont perpendiculaires au plan de la molécule, par définition d'une orbitale de type pi. Donc c'est-à-dire, par rapport à notre orientation des axes, ça va nous faire intervenir des orbitales qui vont être le long de l'axe X. Donc maintenant, si j'applique de la même manière que dans le cas précédent les opérations de symétrie, qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez bien compris, pour E, va rester 1. Pour mon C2, si j'ai mon C2, il est ici. Qu'est-ce qui va se passer? Le C2 étant suivant l'axe Z, quand je vais inverser et tourner autour de l'axe Z, mon axe X va changer d'orientation, donc les plus et les moins vont s'inverser, et donc je vais avoir un caractère moins. Pour le plan sigma V XZ, donc l'orbital étant le long de l'axe X, l'axe X est contenu dans le plan XZ, donc ça signifie que pour ce plan-là, mon orbital est à l'intérieur et donc va rester inchangé. Par contre, par rapport au plan de la molécule, mon système pi est bien perpendiculaire au plan de la molécule et donc je vais inverser les lobes positifs et négatifs, ce qui va me donner un caractère moins 1. Je prends ma table des caractères dans mon annexe et je regarde à quoi correspond comme représentation irréductible 1, moins 1, 1, moins 1, et ça correspond à la symétrie B. Alors, on n'a pas complètement terminé, il nous reste 3 orbitales à faire, mais maintenant, vous allez voir que ça va être relativement rapide. Pourquoi? Si vous regardez l'orbitale 4 sigma, l'orbitale 4 sigma, à quoi elle correspond? Si vous regardez un peu plus en détail l'orbitale 4 sigma, je vais la dessiner ici. Hop, j'essaie de la faire correctement. À quoi vous fait-elle penser? En fait, mon orbital 4 sigma correspond à mon orbital 2 sigma. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a inversé la position d'un lobe, d'accord? C'est le lobe négatif sur l'atome d'oxygène. Donc le lobe négatif sur l'atome d'oxygène, notre orbital reste bien le long de l'axe. Donc à partir du moment où on a juste changé un signe pour une orbitale qui est le long de l'axe et qui est conservée, on en déduit que la symétrie de l'orbital 4 sigma est la même que l'orbital 2 sigma, c'est-à-dire une symétrie A. De la même manière, si je prends l'orbital NY, si je vous décidez l'orbital NY, qu'est-ce que vous remarquez? Donc ici je suis négatif, ici je suis positif, ici mon lobe il est comme ça, ici mon lobe il est comme ça. Donc globalement, par rapport à quoi ressemble-t-elle? Elle ressemble très fortement à l'orbital 3 sigma. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a inversé. D'accord? Donc peu importe, les lobes sur les hydrogènes, c'est pas ça qui était le plus important, puisqu'on a un lobe plus, un lobe moins. Par contre, on a tourné une orbitale P du carbone par rapport à la représentation initiale, c'est-à-dire que nous avons fait une interaction de type anti-liante, si vous voulez. Mais par contre, c'est une orbitale qui, de toute façon, comme le carbone et l'oxygène se transforment en eux-mêmes, ça ne va pas changer la symétrie globale de votre orbitale par rapport à celle que vous aviez initialement. Donc, pour NY, ça va être idem de l'orbital 3 sigma, c'est-à-dire une symétrie B2. Et maintenant, si je prends la pi étoile, que se passe-t-il pour la pi étoile? De la même manière, je vais inverser un lobe. Donc ici, j'inverse le lobe sur mon atome de carbone par rapport à la représentation de la pi. Et donc, la symétrie va rester inchangée par rapport à la symétrie pi. C'est-à-dire que mon orbital va être de symétrie B1.